Bonjour, bienvenue à la séance de mars des lundis numériques. Nous accueillons aujourd'hui Shahn Vidal-Goren, fondateur de Calfa, start-up spécialisée dans l'analyse et le traitement de documents en langues orientales et responsable pédagogique du master Humanité numérique de l'École des Chartes. Shahn nous présentera l'utilisation de modèles de langue ou de vision par ordinateur dans le cadre de langues peu dotées pour lesquelles un seuil critique de données est difficile à atteindre. Nous réaliserons un petit tour de récents projets HTR et d'analyse de documents menés dans ce contexte par Calfa et réalisés pour l'arménien, le chinois, le géorgien et l'arabe. Je vous rappelle que l'intervention durera environ 45 minutes, à l'issue de laquelle nous pourrons répondre aux questions du public. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions sur l'outil questions et réponses Q&R du webinaire sur la barre de menu en bas de l'écran. Shahn, je te laisse la parole. Bon, merci Michel. Je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, merci pour l'invitation et merci à l'INHA pour l'organisation de ce webinaire. Je te parlais comme ça directement. Je ne sais pas trop où est la caméra, donc Elle est là. elle est là. Ça fait assez format radio, c'est pas mal quand même. Donc 45 minutes. 45 minutes. J'ai prévu entre 20 minutes et 2 heures, donc ça va, on devrait y S'en arriver. sortir. Alors, effectivement, Humanité numérique et langues orientales, c'était le titre que je t'avais donné il y a 1 an maintenant, à peu près. Et en fait, je suis assez chafouin parce que en 1 an, il s'est passé tellement de choses que ça a été très dur, en fait, finalement, de construire quelque chose qui soit un peu quand même utile pour les gens et même pour faire une synthèse qui soit pertinente. Il s'est passé tellement de trucs que je crois que malheureusement, je peux même plus compter sur l'effet waouh que je pouvais dégager autrefois avec l'intelligence artificielle. Je ne te crois pas. Ah, mais je serais sûr. Je veux dire, on a tellement vu l'intelligence artificielle là, ces dernières semaines, mois, avec des choses hyper stylées, etc., que je vais présenter maintenant. C'est du plan-plan. Non, je ne crois pas à moi. Bon, voilà, je m'en remets à ton jugement. Tu me diras à la fin. Donc effectivement, donc là l'idée c'est de parler d'humanité numérique et de langues orientales. Alors, humanité numérique, c'est un grand mot. Alors, on va plutôt parler de méthodes d'intelligence artificielle, de data science appliquées aux langues orientales. Bon, c'est des exemples très centrés sur la transcription automatique de manuscrits, et en particulier arménien, chinois et en arabe. Et on va essayer d'ouvrir un peu le propos à tout ce qui va être modèle de langue, et notamment tout ce qui est à la mode en ce moment, les LLM qu'on voit avec ChatGPT et compagnie. Bon, c'est grand public, hein. Je ne vais pas aller dans le détail à ce point, mais essayons de voir où est-ce que ça nous amène. Alors, du coup, juste pour se remettre un peu dans le contexte, pourquoi on fait des humanités numériques? Pourquoi en fait on s'embête à faire des méthodes computationnelles d'intelligence artificielle appliquées au SHS? Ben, c'est parce que aujourd'hui on se retrouve avec trop de données. Les bibliothèques numérisent à tout va. Les corpus nativement numériques sur Internet se démultiplient évidemment. Comme dit corpus, c'est très large, hein, que ce soit des articles de presse, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin n'importe quoi de production, en fait, ça se démultiplie. Et d'un point de vue chercheur et d'un point de vue grand public, c'est très compliqué maintenant aujourd'hui de pouvoir emmagasiner tout ça et exploiter pour sortir une quelconque étude. Et donc, c'est la raison pour laquelle on essaie de mettre en place des méthodes automatiques pour récupérer de l'information. Et c'est pour ça qu'on s'embête avec tout ça. Bon, et du coup, ça nécessite quand même un apprentissage particulier, ça nécessite quand même certaines méthodes et une certaine rigueur. Comment est-ce qu'on va arriver à gérer tout ça? Comment est-ce qu'ensuite on la met en forme? Comment est-ce qu'on interprète les résultats qui vont nous être fournis? Enfin, c'est tout ça, finalement, les humanités numériques appliquées au SHS.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie d'apprendre dans le master humanité numérique à l'école des Chartes, l'université PSL. On donne aux étudiants le bagage qu'il faut pour exploiter des corpus énormes de presse, d'images, de manuscrits, d'enluminures. En tout cas, moi, le cas d'usage qui va m'intéresser personnellement, dans lequel on travaille avec Alpha, c'est les bibliothèques numériques. Je veux dire, les bibliothèques numérisent, mais il n'y a pas tellement de différence entre une copie physique et une copie numérique. Si tu veux récupérer une information, bah, tu vas être obligé de parcourir tout le livre comme si tu l'avais en format papier, parce que c'est que des images. Et du coup, comment est-ce qu'on accède à l'information? Bah, ça va être l'étape de transcription automatique et d'exploitation de ce texte transcrit automatiquement. Et bah, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que ça marche très très bien. J'en parlerai dans un instant. Ça marche très très bien, mais bah, ça marche beaucoup moins bien lorsqu'on travaille avec des trucs beaucoup moins mainstream. L'arménien, par exemple, tout le monde s'en fiche, donc forcément, il n'y a pas, il n'y a pas de quoi faire de l'intelligence artificielle avec. Alors, faire de l'intelligence artificielle, c'est très facile. Ah, Non, mais alors, c'est un problème aussi dont on peut discuter. Il n'y a pas vraiment de différence aujourd'hui entre être un bâtard complet qui fait de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance d'individus dans des caméras de surveillance et un philologue. Il n'y a pas de différence entre ces deux individus-là. L'intelligence artificielle, ça s'entraîne par l'exemple. On va fournir un très grand nombre d'exemples à notre modèle, qui, à partir de ça, va réaliser une représentation un peu généraliste de ce qu'on veut détecter, de la tâche qu'on veut automatiser. Il va être capable d'une certaine performance, on va l'utiliser, l'appliquer, et s'il produit quelques erreurs, on va lui remettre quelques exemples à nouveau que nous-mêmes on aura validés en tant qu'être humain, et il y aura un moment donné où il sera totalement autonome et il saura reconnaître les gens, il saura reconnaître des tables, des chiens, etc., ou traduire du texte, ou transcrire des manuscrits, etc. Mais en gros, c'est juste de l'apprentissage par l'exemple. Et là, on le voit dans cette slide-là, j'ai une boîte qui encadre un individu et une boîte qui encadre un pot de signalisation de trafic. Bon, ben, pour que le modèle soit capable de faire ça, il faut que moi, à la main, je l'ai fait au préalable. Donc, moi, humain, je me serais amusé à faire des boîtes comme ça autour des gens et des pots de signalisation. Et à partir de 10 000 exemples ou 100 000 exemples, 100 000 images à noter, le modèle est capable de faire la même chose et après, je peux m'en servir directement. Donc, que je fasse ça, en fait, sur des images de la vie réelle et des enluminures dans des manuscrits ou des caractères de manuscrits, aucune différence. Pour la machine, il n'y a pas de... Il n'y a pas de compréhension de l'objet tel que nous on le voit. C'est juste un amas de pixels, etc. Donc bon, j'ai juste à annoter exactement de cette manière-là des manuscrits et ça va marcher. Et bah, j'ai un exemple très concret là-dessus. C'est un peu comme ça qu'on avait démarré Calfa il y a de très nombreuses années maintenant. C'est aussi comme ça que j'ai prolongé en thèse avec de la paléographie sur les manuscrits arméniens. Bah là, voilà, je veux détecter des caractères dans mon manuscrit. Et ben, on a d'abord fait à la main ce travail-là, de dessiner des boîtes autour de chacun des caractères. Et ensuite, bah, la machine a appris à le faire tout seul. Et on a eu un score qui était très très bon. Mais il a quand même fallu faire peut-être 100 000 ou 100 000 ou 150 000 caractères à la main avant que le modèle soit capable de le faire pour tous les caractères de mes manuscrits arméniens. Mais la logique est la même. Ensuite, on a eu un modèle qui a permis de faire ça, évidemment, sur 1 million, ou 3 millions, ou 10 millions de caractères. C'est là l'intérêt. Il n'y a pas de raison de faire d'intelligence artificielle si on n'a rien à automatiser comme tâche. C'est-à-dire que si on a un tout petit corpus, on le fera à la main. Ben oui, ça n'a de sens que si la tâche est énorme et que je peux bien dégrossir le travail à 80, 90%, etc. Voilà, là ça a un sens. Donc c'est qu'on a. Donc tu vois, il n'y a pas de différence entre ça et ça. Donc c'est la même chose. Ben, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire à une échelle un peu plus massive, sur des cas d'application beaucoup plus multiples. Donc pas juste détecter des caractères, mais des mots, transcrire un manuscrit entier, détecter dans des enluminures certains types d'objets,
si possible, une fois que j'ai détecté tout un tas de types d'objets dans une enluminure, eh bien dire bah, ça représente telle scène iconographique, parce que j'ai détecté tel truc, et tel humain, et tel humain. Voilà, ce serait pas mal. La même chose avec du texte, le cas échéant, ben, je sais annoter c'est le nom de quelle personne, c'est Richard, mais quel Richard, ben, c'est Richard Anthony. Et voilà, hop, c'est lié à une notice d'autorité automatiquement, et puis voilà. Richard Cœur de Lion, c'est peut-être plus patrimonial que Richard Anthony, mais c'est pas grave. On préfère Richard Cœur de Lion. Donc voilà. Et bah, c'est ce qu'on apprend hein, dans le master d'ailleurs. Si jamais vous voulez vous inscrire au master Humanité numérique, vous êtes évidemment les bienvenus. Et il devrait s'ouvrir à l'apprentissage dès la rentrée qui vient. Donc on peut travailler en institution et venir suivre 2 jours par semaine la formation en humanité numérique. Même pour les adultes? Alors, ça dépend ce qu'on met dans la notion d'adulte. Je crois qu'il y a quand même une limite, un critère d'âge. Je voudrais que je me renseigne, effectivement. Voilà, c'est l'image qui est un peu lourde. Donc là, sur un cas d'usage un peu plus conséquent, vous avez à droite là, la même chose que précédemment. On a des papyrus en grec, endommagés. Et on avait travaillé avec des étudiants de l'école des Chartes à détecter les caractères là-dedans en vue de permettre une lecture de ce papyrus endommagé. C'est dans le cadre d'une compétition à l'IGDAR 2023. On s'était présenté comme souhaitant relever le défi. Et on était arrivé 3e avec un petit groupe d'étudiants. On était assez contents. C'est une compétition organisée par Isabelle Merto-Santaniello de l'Université de Bâle. Et donc là, on a typiquement un cas où on veut appliquer de l'IA sur de la détection de motifs dans un cas endommagé. Évidemment, on peut le faire à la main, mais le nombre de papyrus était quand même assez conséquent, et il y avait tout un travail d'identification d'un copiste derrière, donc c'était pas mal de détecter toute la façon de dessiner les deltas, etc., pour ensuite comparer les lutus. Et ensuite, il y avait le travail d'une de nos anciennes étudiantes, Madame Athénia Vlachou, qui travaille justement à partir d'un grand ensemble de données, de caractères et d'écritures, à reconstruire des écritures d'archétypes pour voir comment ensuite les types d'écriture ont évolué à partir de cet archétype-là. Et donc pareil, on a ce travail de détection préalable qui est réalisé, et ensuite on va superposer les images, voir en forme moyenne, et on a un modèle qui va être capable de dire que telle forme moyenne va correspondre à tel type d'écriture. Voilà un exemple typique de ce type de détection d'objets tel qu'on avait précédemment. Après, il faut l'interpréter, hein, évidemment. Ça, c'est une étape d'après. Autant l'IA, juste faire la détection, ça va être très facile. Il me suffit d'annoter, faire des boîtes autour des caractères. Il faut quand même que je sache lire les caractères en question, parce que sinon, ça ne va pas bien se mettre. Et après, il y a le travail d'interprétation, mesurer l'erreur. Parce qu'effectivement, le modèle va être bon à 90%, mais il y a quand même 10% qui ne sont pas couverts. Comment les comprendre, comment améliorer les 90%, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Alors, on va switcher dès à présent sur la partie OCR-HTR, parce que ça va être le gros morceau quand même de cette question-là. Donc, on peut travailler sur les écritures orientales, les langues orientales plus généralement. L'OCR-HTR, je pense que tout le monde connaît maintenant, et le public qui nous suit également. Mais juste en 3 mots, pour remettre dans le contexte, la transcription automatisée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les bibliothèques numériques, c'est récupérer le contenu dans un document. Ça marchait très bien ces dernières années sur les documents imprimés, c'est ce qu'on connaissait sous la forme OCR, qui d'ailleurs est maintenant totalement mainstream, qu'on peut utiliser directement dans nos téléphones portables, etc. Et depuis quelques années, c'était développé l'HTR, donc là c'est la transcription automatique de manuscrits, Handwritten Text Recognition, qui repose très largement sur l'intelligence artificielle, parce qu'on va fournir des exemples de différentes mains, différentes graphies, et c'est exactement adapté à ce problème-là. On fournit des exemples, et le modèle, au bout d'un moment, va être capable de comprendre, à partir de toute cette variété d'exemples, comment est-ce qu'on écrit dans cette graphie-là. Et maintenant, on a tendance à regrouper
ça sous l'appellation ATR, Automatic Text Recognition, avec un modèle qui ferait tout, à la fois imprimer et manuscrit. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a énormément de modèles qui existent maintenant pour faire de la transcription automatique. Il y a énormément de plateformes aussi qui facilitent l'accès à l'utilisation de ces modèles ou à l'entraînement de ces modèles. Les plus connus, ça va être Transcribus. Je pense même décennies maintenant qu'il est là et implémenté. Une très grande variété de graphies et de langues. Il y a Scriptorium, qui est la solution nationale française, open source. Il y a OCRD, qui est du côté de l'Allemagne, qui est plutôt concentré sur les incunables. Il y a CalfaVision, qui est concentré sur les manuscrits orientaux. Il y a Label Studio, qui ne va pas du tout être concentré sur les manuscrits particulièrement, mais qui est une plateforme d'annotation générique et dans laquelle on va pouvoir brancher n'importe quelle technologie open ou non open pour faire de la transcription automatique. Donc on peut se servir pour faire la notation. Et ensuite, en termes de modèles, il y a des modèles très petits, les CRNN, qui sont des modèles à l'ancienne, simplement de l'analyse d'image avec une toute petite représentation linguistique. Il y a les transformers, qui sont les gros trucs qui ont débloqué les LLM génératifs. Les transformers, c'est les gros modèles qui ont une capacité à gérer un contexte important et qui sont en vision par ordinateur utilisés pour faire de la transcription automatique. Et les LLM génératifs, type Mistral, ChatGPT, etc., qui maintenant intègrent des couches de vision et qui vont être capables aussi de faire de la transcription. Bon, là-dessus, vraiment, il y a une infinité de modèles. Il faut tester. Pas en recommander un plus qu'un autre. Il faut tester et, selon les besoins, ça peut bien marcher ou pas du tout. Mais bon, c'est très varié. Alors la pipeline, je vous l'ai mise là, mais elle commence à être un peu datée. Mais bon, ça permet de fixer les idées. On a une page de document, donc là en arabe. Une étape préalable assez évidente, c'est de savoir où est le texte. Bon, parce que là, ça ne mange pas de pain. Et même plus que savoir où est le texte, c'est savoir quel type de texte on manipule. C'est le texte principal, c'est un tableau, c'est une note marginale, c'est un titre, c'est une réclame, c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un manuscrit? Des marginaliens. Ouais, bon, des marginaliens. Ouais, alors ouais, bon, moi, je vais m'arrêter là, du coup. Donc, savoir où est le texte et qu'est-ce que c'est comme texte. Et une fois qu'on a détecté ça, ben, où sont les lignes de texte? Et une fois qu'on a détecté où sont les lignes de texte, on fait la transcription proprement dite. Donc, en général, c'est trois modèles séparés. Enfin, jusqu'à présent, c'était trois modèles séparés sur lesquels on pouvait intervenir. Voilà, on fournissait des exemples exactement imagés comme ceci. Et on avait un modèle qui allait être spécialisé sur cette tâche d'analyse de mise en page de ce type de document-là, ou de détection des lignes de ce type de document-là. Bon, maintenant, c'est de moins en moins vrai. On a des modèles qui font tout d'un coup. Notamment parce qu'ils sont aussi capables de gérer une information contextuelle très importante. Et donc, directement, ils vont savoir que ce texte-là, dans ce contexte-là, ça va être une note marginale, un texte principal, un titre, etc. Alors, c'est très facile d'obtenir des très bons résultats en transcription automatique. La notion de très bon est évidemment toujours à discuter. C'est très facile d'avoir plus de 95% de bonne reconnaissance. Ce qui d'un point de vue score est bien, enfin on dit 95% de mon texte, c'est bien. Et en fait, dans la pratique, il y a quand même un taux d'erreur qui reste important. Quand on regarde le résultat de quelque chose qui est bon à 95%, il y a quand même des coquilles qui sont souvent localisées sur des exemples, sur des cas très classiques, les majuscules, certaines ponctuations, les notes marginales, etc. Mais il y a quand même du travail à faire si on veut avoir un texte complètement parfait. Là, ça va dépendre du besoin que l'on vise, mais bon, si on veut juste faire une bibliothèque numérique, 95%, c'est bon. Le taux d'erreur va être suffisamment limité pour que ça ne gêne pas la recherche de mots-clés, que ça ne gêne pas une lecture globale dans le document. Si on souhaite faire une édition, là, évidemment, il va falloir tout corriger à la main dans tous les cas pour avoir quelque chose de parfait. Là, je vous renvoie vers un article de Odell de 2021, où justement il regarde un peu les différents cas d'usage et qu'est-ce que ça peut permettre de faire 10% d'erreurs, 15% d'erreurs, 20% d'erreurs.
Même si vous voulez faire de l'analyse stylistique, bon, 15%, voire même 20% d'erreurs, c'est pas trop gênant. Bon, je dis que c'est très facile de faire de l'HTR, parce qu'en fait, il suffit de transcrire à la main des documents, c'est tout. Allez, il faut savoir les transcrire, évidemment. Mais modulo ça, c'est tout ce que j'ai à fournir comme exemple à la machine. Donc c'est plutôt chouette. Et évidemment, ça va poser des problèmes derrière. C'est pour ça que cette slide s'appelle Minet. Donc c'est très facile, mais malheureusement, il y a plein de problèmes qui se posent. En tout cas, dans les langues et les graphiques qui nous intéressent aujourd'hui, qu'on va appeler peu dotés pour ce qui nous concerne, mais ce n'est pas uniquement les langues orientales qui sont peu dotées. La notion de peu doté, c'est-à-dire peu doté en ressources numériques, c'est surtout ça que ça veut dire. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Ouais. J'ai une édition imprimée en latin, mais une édition qui est vraiment de très mauvaise qualité. La typo est complètement baleuse, le document est très endommagé, etc. Bon, c'est un cas typique qui n'est pas du tout raccord avec ce qu'on a l'habitude de traiter, donc ça va être peu doté parce qu'on n'a pas d'échantillon pour traiter ces cas-là. Et les technologies que j'ai mentionnées là, hein, les transformers, les LLM, etc., c'est quand même des technologies qui sont extrêmement gourmandes en données. Et quand je dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement. Ça se compte les très gros modèles de transcription automatique, ils ont vu passer plusieurs dizaines de milliers de lignes transcrites, voire ça se compte en millions, pour avoir un modèle qui soit vraiment très polyvalent, très robuste. Et ça, évidemment, c'est pas évident à atteindre comme seuil. Alors, j'essaie de résumer un peu les problèmes que l'on peut rencontrer dans nos cas et quelles sont les pistes pour le surmonter. Alors, si on se lance dans un projet de transcription automatique, mais en fait, ce que je vais dire marche pour tout et n'importe quoi en intelligence artificielle, si je veux me lancer dans un projet en intelligence artificielle sur un corpus de SHS, évidemment, je vais avoir besoin de 4 choses essentielles. J'ai besoin de données. Enfin, compris, ça, c'est le truc essentiel. Alors, besoin de données, c'est à la fois les données à noter, genre j'ai transcrit mes documents, ça va être une forme d'annotation, mais ne serait-ce que, avant même de pouvoir faire des transcriptions, j'ai besoin que mes manuscrits soient numérisés. Ça, c'est déjà une première étape qui peut être limitante pour certaines collections, certaines graphies. Donc ça, la donnée, très importante. J'ai besoin, si je veux transcrire des manuscrits arabes du XIIe siècle, de savoir les lire, ces manuscrits. Ou si je veux transcrire des manuscrits arméniens de correspondance un peu moderne, j'ai besoin de savoir gérer la graphie, de gérer le système abréviatif, etc. Donc j'ai besoin de compétences dans le domaine en question pour pouvoir travailler dessus et apporter ma compétence paléographique, thématique sur le corpus en question. Qui dit compétence dit que j'ai fait un doctorat en la matière ou de grosses études sur ces questions-là. Et du coup, troisième étape, j'ai besoin de faire de la notation et je vais avoir besoin de temps pour faire de la notation. Et en général, on a la compétence, mais on n'a pas le temps pour le faire. Donc si on a la donnée et qu'on a la compétence, on n'a pas le temps pour le faire. Donc il faut quand même qu'on ait un grand nombre de gens qui partagent cette compétence pour pouvoir travailler sur un corpus. Et enfin, une fois qu'on a surmonté ces 3 points-là qui ne sont quand même pas mineurs, il y a l'expertise en machine learning, en apprentissage machine, en intelligence artificielle et en disponibilité des modèles, disponibilité technologique. Donc, cette expertise technique qui doit être apportée et qui n'est pas, en général, si on a fait des études de paléographie, on n'a pas fait des études en intelligence artificielle, donc il y a besoin d'une compétence autre. Alors, les plateformes que j'ai citées précédemment essaient de répondre à cet apport en expertise technique. Donc, la plateforme en elle-même et l'apport technique et l'expertise technique, mais ce n'est pas toujours le cas ou c'est parfois pas suffisant parce que l'interface est prévue
par défaut pour un certain type de graphie, un certain type de données, et donc ne va pas pouvoir être portée vers un nouveau type de document. Premier problème. Ou alors elle va donner un résultat qui est pas mauvais, mais qui n'est pas bon pour autant. Et du coup, bah, comment est-ce que moi, chercheur paléographe, je vais savoir interpréter ce résultat-là et faire en sorte bah, d'avoir un meilleur résultat dans une prochaine itération de mon entraînement? Ça, c'est pas si évident. Alors c'est pour ça que les plateformes que je mentionnais précédemment, alors il y en a qui sont vraiment, vous les prenez et vous vous débrouillez. Donc elles sont en open, vous mettez sur votre machine, faire un serveur institutionnel, et après vous êtes en autonomie, il faut savoir le gérer. Soit il y a une logique de service aussi qui existe, transcribe jusqu'à la fin. Alors, donc ça, c'est les 4 composantes que j'ai listées. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser moi plus directement? Donc, manque de données, mais est-ce que c'est vraiment très critique? Est-ce que je ne peux pas quand même un peu tricher, arnaquer le système et pouvoir surmonter cet écueil du manque de données? Alors, quel volume il me faudrait idéalement? Est-ce qu'il y a des données qui existent dans l'Internet mondial pour me prémâcher un peu le travail? Le cahier des charges, il faut être hyper clair sur ce qu'on veut. On va en parler un peu, mais si moi-même je ne sais pas comment décrire la tâche, transcrire mes documents, annoter mes enluminures, etc., si mon cahier des charges est ambigu, n'est pas clair, bah, je ne vais pas du tout arriver à automatiser la tâche. Je te rappelle ce que je disais, tout ce que j'ai mentionné par écrit au tout début. L'IA, c'est un processus d'automatisation d'une tâche. En tout cas, dans ce qu'on fait en SHF, c'est l'automatisation d'une tâche. Pour automatiser, il faut quand même qu'il y ait une régularité, qu'il y ait quand même une homogénéité, qu'il y ait quelque chose qui soit automatisable. Et donc, il faut que moi-même, j'ai défini un cahier des charges qui soit rigoureux pour pouvoir l'enseigner à la machine. Et enfin, il ne faut pas peut-être foncer tête baissée vers directement l'entraînement directement de modèles comme ça, tels quels, qui ne vont peut-être pas marcher. Et ce qui va se passer, c'est que ils ne vont pas marcher, mais comme on ne connaît pas comment fonctionnent ces modèles-là, et c'est normal, on n'a pas l'expertise pour, eh bien, on va rajouter de la donnée, ça ne marche pas encore. On rajoute de la donnée, ça ne marche pas encore. Je rajoute de la donnée, ça ne marche pas. Le seul moyen qu'on a, c'est de rajouter de la donnée, et en fait, ça ne marche toujours pas. Il y a peut-être un problème plus structurel que juste la donnée. Et faire des modèles comme ça à tir-larigot, à un moment, ça coûte. Ouais. Mais ça coûte, c'est-à-dire c'est des serveurs qui tournent, à un coût énergétique, électrique, écologique. Donc, il a pris un coût humain, parce que nous, on va refaire de la donnée tout le temps. C'est une fuite en avant, là, comme ça, je fais de la donnée, je fais de la donnée. Alors que peut-être, il y avait des astuces, peut-être, pour compenser le tout. Donc, les solutions, c'est les 4 trucs que je donne en dessous. Vous appliquez ces 4 solutions-là, il ne vous arrive plus aucun problème. Choix éditoriaux clairs, stratégie de fine-tuning et active learning. Donc on va entrer dans une logique de spécialisation des modèles avec une itération, hein, on va voir ça. Et l'active learning, ça va être je ne travaille que ce sur quoi la machine n'y arrive pas. Ça ne sert à rien que je corrige des choses sur lesquelles il est déjà bon. Il faut que je lui donne des exemples sur lesquels il n'est pas bon. Modèle vs data, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que vraiment c'est la donnée qui pose problème ou est-ce que c'est le modèle qui est le type de modèle qui a changé? Et enfin, c'est à la mode et c'est vrai que ça marche sur pas mal de choses et qu'on pourrait s'en servir, l'IA générative. Alors, sur la donnée, plusieurs choses à dire. Je vous ai mis en noir, non, en gris, juste un petit rappel. Je vais dire le mot donnée systématiquement, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. La donnée pour l'OCR et l'HTR, enfin la transcription automatique, c'est une image de manuscrit plus la transcription. C'est ça ma donnée. Bon, j'ai un certain format XML qui va permettre de dire précisément c'est telle ligne, telle coordonnée dans l'image qui est transcrite de telle manière, ok, mais basiquement c'est image plus transcription. Pour les modèles de langue, c'est juste des textes bruts, voilà, je fournis des textes pour qu'ils comprennent un peu comment fonctionne la langue, ou ça peut être des textes qui sont annotés, dans lesquels j'aurais dit tel mot c'est tel lemme, tel part of speech, telle analyse morphologique, ou tel mot c'est telle entité donnée, voilà. Ça peut prendre la forme d'un tableur, hein, comme une forme de façon d'annoter un tableur. Colonne mot, colonne lemme, colonne part of speech. Pas besoin d'une grosse machinerie, un tableur marcherait
dans ce cas-là. Et ensuite, si je veux faire, après on décline, hein, si vous voulez faire des enluminures, la donnée ça va être une image plus un label humain, ampoule, hop, etc. Mes labels, donc avec un cahier des charges clair de ce que je veux comme label. Et la donnée. Alors la donnée, le partage des données, c'est essentiel, c'est ce qui va permettre de débloquer la situation dans les langues et graphies peu dotées, ou les cas d'usage peu dotés. Donc, les données, c'est le nerf de la guerre en intelligence artificielle. Pas de données, pas d'IA. On pourrait le résumer ainsi. Alors, la technologie, elle évolue très rapidement. Alors, tous les 2 mois, même pas maintenant, tous les mois, toutes les semaines, on a un nouveau truc qui sort qui gagne 0,5% d'accuracy, de performance sur tel truc. La donnée change, les modèles changent, mais la donnée ne change pas. Donc la donnée est importante de la partager. Ça permet d'entraîner un modèle de fondation, c'est-à-dire vraiment un modèle qui va servir de base pour que je puisse ensuite faire un modèle spécialisé sur ma tâche. Donc, je vais avoir un modèle de base qui n'est pas forcément très bon partout. Voilà, il touche à tout, mais il n'est pas excellent, mais il a une compréhension des traits, pourquoi on écrit en arabe, en arménien, etc. Donc il a une compréhension des gens marches, des traits, etc. Il a une compréhension un peu globale du vocabulaire. Il voit à peu près les types d'endommagement du manuscrit qu'il peut y avoir, etc. Donc, il a une vue globale, mais il n'est pas bon. Et on va le spécialiser avec un tout petit peu plus de données, mais qui va être, elle, totalement concentrée sur ma tâche en question. Donc cette façon-là de faire, je pars d'un modèle de fondation, je lui apporte juste quelques petites données, je le spécialise, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Alors des données, il y en a plein sur Internet. Une porte d'entrée possible, c'est HTR United, qui est un catalogue de jeux de données pour la transcription automatique de manuscrits. C'est essentiellement concentré sur les graphies latines, mais c'est une porte d'entrée intéressante. C'est vraiment il y a une très très grande couverture de graphies en français, moyen français, latin, castillan, etc. Et ensuite, il y a quelques graphies non latines, mais pas toutes. Et il y a notamment le consortium d'ISTAM. Alors et par extension ou en association du LAC, la NRLIPOL, la MMSH, CAPSA, etc., qui ont créé ces dernières années, au sein de cet écosystème d'ISTAM, un très grand nombre de jeux de données pour les écritures orientales. Alors l'arabe, les graphies maghrébines d'abord, mais ça s'est ensuite élargi aux écritures orientales, d'abord sur les documents historiques, mais ensuite avec des graphies très modernes. En chinois, très grande couverture de documents xylographiés en chinois, et en arménien, des documents d'archives, des graphies plutôt récentes, le projet du Laurier, en éthiopien, dans le cadre du projet Abadi, qui avait été mené en partie sur la fin au sein de l'ISTAM. Donc, je vous ai mis 2 liens également vers les portes d'entrée des datasets en question. Donc, il y a 5 ou 6 datasets en arabe, un dataset énorme en chinois, un dataset en arménien, un dataset en éthiopien qui ont été produits ces dernières années, depuis en 2021 maintenant. Et vous avez une petite référence également tout en bas sur, pour l'arabe très particulièrement, une sorte de benchmark des différents datasets qui sont mentionnés juste au-dessus. Et donc ça va permettre, avec n'importe quelle technologie, c'est l'étape numéro 1, je prends n'importe quel modèle, je n'ai pas d'a priori, je prends ces datasets-là, je les entraîne, ça fait un modèle de fondation, et après, je transcris 10 pages de mon manuscrit cible, et je vais faire du fine-tuning. Sans aucun a priori sur la technologie pour l'instant. Juste pour que vous fixiez les idées, je me sers un peu d'eau pendant que vous regardez les images que j'ai mises. Ça ressemble à ça pour les datasets en arabe qui ont été produits dans le cadre de l'ISTAM. Dans le cadre de l'ISTAM, c'est les 4 premiers, enfin 4 plus 1 parce que le premier, il y en a 2. C'est ce type de manuscrit-là.
des microfilms, des documents en graphie orientale, des archives plutôt modernes en arabe, mais avec en plus une numérisation qui n'est pas une numérisation type bibliothèque numérique. Et ensuite, vous avez deux autres jeux de données qui ont été produits par la British Library et le consortium OpenIT pour les imprimer. Alors voilà, on prend ces données-là, on prend n'importe quel outil, ceux qu'on a mentionnés précédemment, n'importe quel type de modèle, ceux qu'on a mentionnés précédemment, on fait un modèle, ça nous donne quelque chose et on le spécialise. Mais, évidemment, il y a un moment donné, donc du coup, ce que je te disais, c'est ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, ben là, j'aurais épuisé mon stock de données possible. La question qui va se poser, c'est comment j'annote, le cas échéant, pour que les nouvelles données de spécialisation que je vais faire soient raccord avec les jeux de données en question. Alors, les jeux de données en question, ils peuvent avoir des cahiers des charges très différents. C'est pas grave du moment que c'est expliqué, parce qu'on va pouvoir convertir d'un format à un autre, hein, d'une façon d'annoter à une autre. Mais en arabe, il y a des gens qui vont transcrire les hamzas et d'autres qui ne vont pas les mettre. Il y en a d'autres qui vont ajouter la vocalisation, d'autres qui ne vont pas les mettre. En arménien, il y en a qui vont transcrire les abréviations, il y en a d'autres qui ne vont pas lire les abréviations. Voilà, enfin, du moment que c'est expliqué, et donc là vous avez un exemple de cahier des charges qui est décrit aux deux papiers que je liste. À droite, en arménien, on a des idéogrammes. Au-delà de l'alphabet, on a vraiment des symboles dessinés qui servent à transcrire des mots. Et ces symboles-là peuvent être en plus déclinés. On parlait de déclinaison tout à l'heure, ils déclinent les symboles. Donc ils ajoutent les désinences aux symboles. Et comment est-ce qu'on gère ça? Surtout qu'en plus, parfois, ils ont oublié exactement quelle était l'orthographe couverte par le symbole, donc ils rajoutent des lettres en plus superfétatoires qui font que ça fait une faute. Voilà, la base dans les manuscrits, évidemment, mais voilà. Donc là, on a un exemple de comment est-ce qu'on va transcrire, donc en mettant des crochets, comme si on faisait une édition de papier, tout à fait. Mais en plus de ça, on a on voit pas bien ici, mais en fait, on va ajouter un symbole si possible, qui ressemble au symbole du manuscrit, mais parfois c'est pas toujours possible. On met un pipe et ensuite on met la transcription du mot proprement dit. Ce qui fait que si quelqu'un a besoin de conserver un lien avec l'image immédiate et donc de reproduire le symbole, il peut convertir notre jeu de données d'annoté en gardant uniquement le symbole que l'on a utilisé. Si au contraire il est intéressé par la lecture de l'idéogramme, parce que je suis dans une bibliothèque numérique et qu'il n'y a aucune chance que l'utilisateur lambda sache gérer ce genre d'idéogramme, et bien voilà, je peux switcher sur la transcription complète et entraîner le modèle avec la transcription complète. Voilà, c'est un cas facile. À gauche, un cas pas facile. Vous avez des inscriptions arméniennes, et les inscriptions arméniennes en particulier, mais en général d'ailleurs, il n'y a pas de place. Du coup, on a tendance à faire des ligatures plus souvent. Et selon comment j'annote, selon comment je fais, par exemple, ma boîte pour encadrer mes caractères, ça crée de l'ambiguïté. C'est le cas que vous avez en bleu. Vous connaissez cette slide en plus, toutes les deux. Enfin, au moins l'image de gauche. C'est le cas en bleu pour la deuxième ligne. Elle peut prendre 4 formes différentes. Ça peut correspondre à 4 lettres différentes. Bon, comment est-ce que je gère ça? Je dois le décrire, parce que là, j'ai une forte ambiguïté, et c'est sûr que le modèle, si moi-même j'ai une ambiguïté ici, le modèle va être confusé. Je ne sais pas si confusé, ça existe, mais c'est confusant, mais oui, vous avez compris. Ça suscite de la confusion. Cela suscite de la confusion. C'est chic. Merci. Alors, ça, j'avais donc cette question-là du cahier des charges de transcription. J'ai également, est-ce que le type de modèle est totalement adéquat, le type d'approche est totalement adéquat avec mon corpus cible? Pas forcément. Donc là, c'est une question à se poser également. Si j'ai des mauvais résultats, est-ce que l'approche que j'utilise est adaptée? C'est pas utile d'insister. On a là un exemple typique sur des écritures kérouanaises, donc arabe de Tunisie, Kérouan. Vous avez l'approche au caractère classique en jaune. Bon, c'est ambigu, c'est pas clair. Même, de toute façon, même pour l'humain que nous sommes, le caractère n'est pas forcément perceptible. On avait, dans le cadre de Rassam avec
d'ISTAM, mis en place une approche au mot. Alors, ces mots au sens assez informatique, hein, ce n'est pas forcément un mot philologique, ça va être une chaîne de caractères. Vous voyez qu'on a une prise en compte d'un contexte plus important. Et en fait, au final, c'est en prenant encore quelque chose de plus grand qu'on avait de meilleurs résultats. Donc, meta-word-based, qu'on avait appelé, mais ça ne couvre pas forcément bien la notion qui est derrière. Mais voilà, juste pour dire que pour les mêmes données d'entraînement, 3 technos différentes, une qui se concentre sur le caractère et qui va apprendre à transcrire des caractères, une qui va apprendre à transcrire des mots, et une qui va apprendre à transcrire des mots plus les caractères avant-après, ben, on n'a pas les mêmes résultats. Et on en a une qui marche vachement mieux que les autres. Ça, c'est important. Là, vous avez l'exemple de ce que ça représente, exactement ce que je viens de dire, mais en termes chiffres. Vous avez à gauche les performances d'apprentissage d'un modèle. Donc, en gros, un modèle, je vous ai dit, on l'entraîne par l'exemple, et il doit avoir un certain nombre de fois les exemples avant d'être bon. Et voir un certain nombre de fois les exemples, c'est les époques. C'est donc la progression dans le temps que vous avez à l'horizontale. Et en vertical, vous avez l'accuracy qu'il obtient. Donc vous voyez qu'à travers le temps, si je prends la courbe verte ou la courbe violette, eh bien, à travers le temps, ben, on tend vers les 90%, et voilà, ça veut dire qu'il a appris et qu'à la fin, il est bon. Ben, vous voyez bien quand même qu'il y a des courbes qui ne décollent pas du tout. C'est la courbe rouge, qui elle est une architecture au caractère de base, sur l'écriture arabe, ne marchait pas. On avait ensuite les approches au mot qui directement, dès la première époque, dès le tout début, démarraient à 80%, pour ensuite atterrir à 95% et être plafonné. On avait aussi une approche au caractère, c'est la violette étendue. Je vous passe les détails techniques, mais vous voyez qu'elle a fini par arriver à atteindre le même score à peu près que l'approche au mot, mais avec un temps d'apprentissage beaucoup plus important. La progression a été beaucoup plus lente. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue impact énergétique, parce qu'il y a un serveur qui tourne 10 fois ou 50 fois moins longtemps. Et à la droite, vous avez le fine-tuning. Donc j'ai un modèle de fondation qui est c'est pas déjà la phrase, ni mauvais en tout, mais bon à rien, mais mauvais en tout. Non, il n'est pas bon à rien, mais il n'est pas mauvais en tout. Vous avez compris. J'ai un modèle de fondation. Je vais lui donner 20 lignes que j'aurais transcrites. Juste 20 lignes. 20 lignes à transcrire, c'est rien, c'est une page de manuscrit. Hop, immédiatement, je tombe entre 8 et 20% d'erreur. Je lui en fournis 20 encore, je suis entre 6 et 16% d'erreur. Après 5 pages transcrites, je suis entre 5 et 13% d'erreur. Après 10 pages transcrites, je suis entre 4,5 et 10% d'erreur. Et donc là, l'intérêt du fine-tuning est assez clair, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à transcrire 100 pages de manuscrit ou 1000 pages de manuscrit, j'en ai eu à transcrire que 10, parce que j'utilisais un modèle de fondation. Alors bon, ça marche bien lorsque on est dans des graphies encore faciles comme l'arabe. Je veux dire que c'est facile maintenant, ça marche trop bien. On s'en sert partout désormais. Voilà. En tout cas, dans Kalfa d'Istam, et après Kalfa par extension. Voilà, l'arabe, ça tourne. Le chinois, c'était un morceau un peu plus costaud, donc un projet dirigé par Marie Bizet-Lilig, Université de Strasbourg, Bulac, Collège de France, édition xylographiée en chinois. Bon, ça ressemble beaucoup à l'imprimé, donc on se dit c'est facile à transcrire. C'est vrai que les images sont pas... Voilà. Je vous passe les détails de l'ordre de lecture et patin couffin qu'on a pu rencontrer comme problème. Un problème structurel avec des approches classiques, c'est qu'en chinois, on en a un sacré paquet de caractères à transcrire. On a plus de 8000 ou 9000 dans le corpus en question. Et ça, structurellement, ça a pété. L'architecture HTR+, qui est l'architecture par défaut dans Transcribus, elle a une spécificité que une de ces couches de réseau de neurones, a exactement la taille du nombre de caractères qu'on veut détecter. Donc en général, une couche en réseau de neurones, c'est j'ai 64 éléments, j'en ai 128, 256, 512 pour des gros modèles. Eux, leur spécificité, c'est qu'ils disent on va avoir autant
de sortie que de classes. Donc ça veut dire que j'avais une couche qui était à plus de 8000 et quelques sorties. Et là, sur aucun GPU c'est passé, sur aucun carte graphique, aucun serveur s'est dépassé. Ça a complètement explosé en mémoire. Et donc là, même structurellement, j'ai même pas pu lancer l'entraînement, même sur des très grosses machines, parce que structurellement, c'était pas adapté pour. Donc là, on a dû changer complètement d'architecture. Donc ça, premier point. Deuxième point, évidemment, c'est comme en français, hein, il y a des caractères qui sont plus courants que d'autres, et donc il y a des caractères inverses qui sont beaucoup moins fréquents, il y a des caractères qui n'apparaissent qu'une fois dans le corpus. Et c'était la majorité des caractères. Donc s'ils apparaissent qu'une fois dans le corpus, ça veut dire qu'ils ne sont vus qu'une fois en apprentissage. Donc dans ma logique qui était de j'apprends par l'exemple, c'est tout d'un coup un peu en contradiction. Et en plus, c'est pas impossible puisque en apprentissage, dans la pratique, il y a vraiment la partie d'apprentissage puis la partie d'évaluation. Ce sont deux espaces qui sont complètement disjoints. Il ne va pas s'évaluer sur quelque chose qu'il a vu exactement en apprentissage. Ça veut dire qu'il va avoir des caractères sur lesquels il ne va pas pouvoir s'évaluer, et inversement, il va s'évaluer sur des caractères qu'il n'a pas vus en apprentissage. Ça, c'est ce que je racontais à Nocasi effectivement à l'époque, et qu'on a surmonté depuis beaucoup mieux, avec une approche générative. Et donc là, c'est là que les IA génératives commencent à être intéressantes. On documente ça dans le papier qui est mentionné, c'est-à-dire que ce qu'on sait produire en masse, parce que l'Internet nous apporte ces données massives, c'est des corpus imprimés, enfin des corpus nativement numériques en chinois. On récupère nos éditions xylographiques, il y a un style manuscrit, un style xylographié qui est dedans, et je vais transférer le style xylographié à mon caractère nativement numérique. C'est ce que vous avez à droite. Ce caractère que vous avez là, il a été manuscritisé, si j'ose dire. C'est un faux caractère. Ce que vous voyez à droite n'est pas un truc réel. Et ça a été un échantillon qui a été apporté à la machine, au modèle, pour augmenter les classes, donc les caractères qui étaient très rares. Et ça a permis de très largement surmonter le problème. Donc on avait des scores totalement soviétiques, mais en transcription, à 99% de bonnes transcriptions. Et donc nous étions ravis du résultat. Et donc ça ouvre une porte intéressante, cette question de l'IA générative. C'est-à-dire, est-ce que si je peux compenser des caractères qui sont rares, est-ce que je peux tout simplement pas produire directement de la donnée artificiellement manuscrite pour entraîner mes modèles? C'est un champ ouvert encore, hein, mais il y a vraiment des pistes intéressantes. Alors les IA génératives, on les connaît plutôt sur des trucs de texte type ChatGPT, donc génération de contenu, des types génération d'images complètement ad hoc, je donne un prompt, génère-moi un astronaute qui est assis sur un chameau, voilà, ça marche plutôt bien. Alors appliqué au SHS, il y a deux projets que j'aime beaucoup et que auxquels je vous invite à aller jeter un œil. Le projet Ithaca, qui est un projet sur de l'épigraphie grecque et donc qui cherche à lire les inscriptions endommagées. Et ça marche à 70%. Enfin, 70%, c'était plutôt... les épigraphistes étaient à 70% d'accord avec la lecture possible, sauf sur les noms propres, évidemment. Parce que là, on a simplement fourni ensuite, on a fourni au modèle tout plein de transcriptions, d'inscriptions. Et le modèle, il a appris à faire un truc statistique en contexte, à partir de quelques mots et de la place qui reste dans la place potentielle des caractères, à produire un texte qui aurait un sens. Marche bien. Et à droite, vous avez de la restauration. Alors c'est l'Iliade, hein, c'est des textes homériques, et donc bon, il est connu, évidemment. Donc là, à partir d'un petit échantillon, on sait dire quel est le texte qui manque. Ensuite, il y a un transfert de style, comme tout à l'heure pour le chinois, qui va nous permettre de nous donner un peu une image d'à quoi aurait ressemblé le manuscrit s'il n'avait pas été endommagé, comme c'est le cas. Projet porté par Isabelle Marteau-Santani. Et c'est ce qu'on a essayé de faire également à l'école des Chartes, dans le cadre des projets passé artificiel et rescapés. On a des documents endommagés comme cela, et on va essayer de les restaurer artificiellement. Alors, ça n'a pas marché. On n'est pas arrivé jusqu'à la restauration de ça. Non, tout à fait. On a des idées, on n'a juste plus le temps de nous en occuper, mais on a des étapes intermédiaires qui ne sont pas inintéressantes, en tout cas pour nos idées d'HTR, et donc de compenser le manque de données.
Alors, on va utiliser des GAN, alors je passe les détails, voilà comment ça fonctionne un GAN, donc des réseaux génératifs d'images. On va apporter des données réelles, et on va entraîner deux réseaux qui sont concurrents. On va entraîner un réseau qui va être entraîné à générer des images, et on va entraîner un réseau qui va être entraîné à dire si une image est vraie ou fausse. Et ces deux-là, ils vont se livrer une bataille. C'est-à-dire que le générateur va essayer de gruger le discriminateur. Tant qu'il n'arrive pas à gruger le discriminateur, tant que le discriminateur dit ben non, ça c'est faux, tu ne m'auras pas sur ce coup-là, hop, le générateur revoit sa façon de générer, essaie de s'améliorer, etc. Jusqu'au moment où le discriminateur n'arrive plus à faire la différence et ça veut dire que l'image est censée être très convaincante et très réelle. Modulo quelques biais, hein, évidemment. C'est pas magique à ce point-là. Le générateur peut totalement apprendre à gruger le discriminateur sans pour autant que ce soit réel d'un point de vue humain. Bon, ça, c'est d'autres débats. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Mais c'est ce dont on a utilisé pour le chinois. Alors, qu'est-ce qu'on a pu produire avec ça? On a pu produire ceci. Ça, c'est des lignes générées. Donc, en arménien. Bon, vous ne lisez pas l'arménien, toutes les deux, mais vous voyez bien que ça fait très manuscrit. C'est du français là-haut. On arrive bien à lire un mot qui ressemble à nature, mais moi qui ne fais pas d'ancien français, c'est ce que je vois en tout cas. Je vais dire que c'est ça. En tout cas, c'est très convaincant. Et en fait, d'un point de vue pratique, ça a permis non pas de faire un modèle de reconnaissance de manuscrits sur des choses complètement nouvelles. En revanche, ça a permis de travailler sur des genres littéraires complètement nouveaux. C'est-à-dire que j'avais un style d'écriture. Je lui ai fourni un texte complètement d'un genre nouveau pour lui apprendre un nouveau vocabulaire. Et ça a très très bien marché. On a vraiment amélioré, vraiment 15 points, 20 points d'amélioration dans les modèles de transcription automatique sur de nouveaux champs lexicaux. Donc ça, c'est une porte d'entrée intéressante. Un autre exemple, alors là, du coup, on va beaucoup plus près de ce qui nous intéressait au début. Cette fois, j'ai un modèle qui va générer un masque de couleur, comme on a à gauche, qui est censé représenter de manière minimaliste un manuscrit. Et ensuite, j'ai le générateur qui va transformer ça en un manuscrit réel. Et, pareil, c'est de l'arménien, mais il a reproduit automatiquement une table de canon de Zeb dans les débuts des évangiles arméniens. C'est très convaincant. Ça me permet à la fois d'entraîner un modèle de mise en page, ça me permet à la fois d'entraîner aussi, enfin en même temps d'entraîner un modèle de reconnaissance des caractères, sur des caractères assez rares. Je peux même travailler sur la partie enluminure, parce qu'il a essayé de générer quelque chose qui représente une forme graphique, donc assez intéressant à tous les usages. Le travail qu'on a fait avec Jean-Baptiste Camps de l'école des Chartes. Et ça, un exemple du coup avec un vrai texte. Donc au milieu, c'est l'image qui a été générée, et à droite, c'est l'image qui était attendue. En vrai, ça se joue à des détails. Donc là, on arrive à produire de la donnée artificielle qui nous permet d'entraîner notre modèle d'HTR. Donc nous, on a juste à fournir un texte, un style, et ça fournit ensuite derrière une image avec tout plein de biais qui font qu'un être humain ne va pas se laisser complètement gruger par ce qui a été produit, mais qui va couvrir 95% de mon besoin pour de la transcription ensuite derrière. Donc je génère de la donnée. Alors, je sors un peu du terrain de l'image pour quand même un peu élargir. On parle de langues orientales, et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'écriture orientale, mais pas vraiment de langue. Alors, allons-y brièvement. Je suis à combien de temps de parole? Je parle beaucoup, moi, vous ne m'arrêtez pas. C'est déjà 1 heure qu'on parle? 55 minutes. C'est dingue. Non mais, j'aimerais. Alors, les modèles type ChatGPT, etc. Bon, évidemment, ils sont entraînés avec l'Internet mondial. Wikipédia, Twitter, des corpus de textes libres ou non libres de droit. En tout cas, c'est surtout de l'anglais, du français, des langues mainstream qu'on trouve massivement sur Internet.
Et on s'est posé une question, alors avec Victoria Kurchudian, Nadine Thomé, dans le cadre de l'ANR Dali, et avec Florian Cafiero de l'Université PSL, École des Chartes, et Bastien Kint de l'Université de Louvain. Est-ce que cette représentation maximaliste que les LLM génératifs ont des langues ne pourrait pas leur permettre de travailler sur des langues qu'ils ne connaissent pas? Et donc on y est allé sans a priori. C'est-à-dire, on a mis en place une stratégie, on voulait faire de l'analyse linguistique, on voulait identifier le lemme, la part of speech et la morphologie d'un mot. Et on a mis en place une stratégie assez commune qui s'appelle Lean Context Learning, qui en fait juste fournir quelques exemples à mon LLM avec un prompt, une explication de la tâche à faire très explicite. Tu es un spécialiste en arménien, tu veux annoter un corpus d'arménien machin. Voici quelques exemples de comment moi j'aurais annoté ces 5 ou 6 mots. Utilise ce tagset-là pour faire l'annotation. Et voilà, apprends de comment j'ai fait, et maintenant reproduis la tâche. Un truc comme ça. Donc je rappelle le Lean Context Learning. Pour des tâches qui classiquement nécessitent 50 000 ou 100 000 minimum mots annotés à la main pour avoir un modèle efficace. Et même pas polyvalent, efficace sur un certain genre littéraire, etc. Et ben en fait, ça a super bien marché. Là, on a été quand même assez bluffé. Donc, ce que vous allez voir en LLM in context dans mon tableau de résultats pour chaque tâche, lemme, part of speech et features, donc qui est l'analyse morphologique. Évidemment, avec la taille du corpus qu'on avait pour faire nos comparaisons, les RNN classiques et les approches classiques ne sont pas mauvaises, mais le LLM in context, c'est-à-dire je lui ai juste fourni 5 mots, eh bien, en arménien classique, c'est le CA, il est à 74%. En arménien occidental, qui est très peu doté, numériquement, 83% en laine, 83% en oriental également, 91% en part of speech. Et vous pourriez me dire, bon, ben oui, mais bon, l'arménien, entre le classique et le moderne, bon, voilà, bon, c'est pas très différent, c'est un peu différent, mais pas trop. Donc, avec Wikipédia arménien, il s'en est sorti, c'est faux. On a testé avec le G, donc la dernière colonne, qui est le dialecte de Kedashen, un dialecte d'Artsar, donc territoire occupé désormais par l'Azerbaïdjan. Donc un dialecte qui est complètement peu doté, pas documenté, hein, donc, sur lequel on a juste quelques transcriptions orales qui existent, qui ont été transcrites avec un certain type de cahier des charges, de façon de transcrire les trucs audio pour reproduire la phonétique, etc. On a donné ça au LLM, 83% et 86% de bonne analyse. Il n'avait aucune chance de connaître notre façon d'annoter, de connaître ce vocabulaire-là particulièrement, etc. 83-90%. On s'est dit, mince, c'est vachement intéressant, ça peut très largement permettre de dégrossir l'annotation pour des langues ou des cas peu dotés, notamment documentés, donc des langues. Et c'est ce qu'on a voulu prolonger comme expérience avec Florian Cafiero et Bastien Kint. Vous avez ici 4 expériences. Alors, c'est vrai que c'est un tout petit peu petit, est-ce que je peux zoomer comme ça dans le peu? Non, pas du tout. Bon, bah, vous voyez bien des courbes. On a fait première expérience en grec, en deuxième expérience en arménien, troisième expérience en géorgien, quatrième expérience en syriaque. Et bien évidemment, des recensions anciennes, avec des corpus un peu costauds. Et on a fait 4 expérimentations. Aucun mot d'exemple, 5 mots d'exemple, 50 mots d'exemple, 500 mots d'exemple. On voit que des 0 mots, il donne des résultats pas tout à fait mauvais en grec, évidemment, en grec, il le voit. Il a vu beaucoup, en arménien, pas mal. En géorgien, un peu moins bien, on est aux alentours de 70%. Syriaque, pas du tout. Dès que je lui donne 5 mots, en grec, il est à 95%, en arménien, il est à 78%, en géorgien, il est à 76%, en syriaque, il est à 55%. J'avance dans mon expérimentation, 500 mots, donc 500 mots à faire à la main, c'est rien du tout. Hein, pour un spécialiste de la langue, bon, 500 mots, je sais pas, 2 heures. En grec, il est à 98%. En arménien, il est à 79% en lemme et à 13% en part of speech.
En géorgien ancien, qui est totalement pas documenté, pareil, 78% en LEM et un peu plus de 90% en part-of-speech. Et en syriaque, on dépasse les 65% et les 80% en part-of-speech. Alors, c'est pas suffisant, évidemment, pour annoter un corpus entier. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de pré-annoter des corpus. Voilà, je préannote 5000 mots, ce sera toujours plus rapide et efficace que de les faire de zéro. Parce que voilà, 85%, c'est pas négligeable, ça va couvrir une grande partie des cas, tout à fait suffisant pour mon besoin. Et je refais ça quelques fois, et à la fin, j'obtiens un corpus de 50 000 ou 100 mots. Et là, je peux entraîner une vraie technologie qui est vraiment spécialisée sur cette tâche d'annotation linguistique, et ça m'aura économisé 2 ans de travail, plutôt que de travailler complètement de zéro à faire de la notation à la main. Alors le LLM, c'est très coûteux en termes computationnels. Il y a des solutions un peu plus light maintenant qu'on a expérimentées dans ces expérimentations-là. Je vous renvoie vers le papier qui va très prochainement sortir. On a comparé différentes technologies, certaines très gourmandes. On a utilisé les API d'OpenAI, de Mistral et d'autres. En termes de coût, en termes de, je paye l'API, c'était dérisoire. Moins de 5 euros d'investissement sur la totalité de l'expérimentation. En termes de coût écologique, un peu plus important. En revanche, si je le fais tourner en local, là, ce sera beaucoup plus intéressant, mais après, il faudra le mettre en perspective avec le temps d'annotation pendant 2 ans, avec des ordinateurs qui tournent, des modèles ou des interfaces qui doivent être alimentés, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est en cours d'évaluation, de réflexion. Et au-delà de ça, donc maintenant, on sait qu'on peut donc documenter des langues rares, peu dotées, avec des LLM qui ne sont pas du tout spécialisés sur ces tâches-là. Donc on peut le faire, il ne faut pas s'en priver. Et de plus en plus, en fait, maintenant, les LLM commencent à sortir des trucs spécialisés sur les nouvelles langues. Là, en l'occurrence, Mistral a sorti un modèle qui est un LLM qui est totalement spécialisé sur l'arabe. Et ce truc-là, on peut l'utiliser en prod pour faire de la vocalisation de documents, faire de la tâche de post-OCR, plutôt que d'essayer de s'entêter à renforcer les modèles de transcription automatique en rajoutant de la donnée. Comme on a un plafond, un moment donné, on va peut-être essayer de le faire en post-traitement. Ça pose des questions de surcorrection, évidemment, mais voilà, encore une fois, ça dépend des objectifs du projet. Et donc voilà, ça, c'est à terme aussi quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire que plus on produit de la donnée textuelle, plus des grands groupes ou nous-mêmes en tant que chercheurs allons pouvoir entraîner des LLM, soit très gros, soit très petits, peu importe, qui vont être spécialisés sur des tâches de ce type-là, et ça peut être vraiment intéressant pour démultiplier les usages en prod pour des langues rares et peu dotées. Conclusion de ce que j'ai dit, stratégie de fine-tuning, c'est très bien, ça marche très très bien, il ne faut pas s'en priver, faire des modèles de fondation avec les données qui sont disponibles, puis on renforce, on spécialise sur mon corpus à moi. C'est important de documenter comment est-ce qu'on transcrit, comment est-ce qu'on a décidé d'annoter, c'est valable en HTR, en analyse linguistique, mais sur n'importe quoi, il faut documenter comment est-ce qu'on annote. Peu importe si on n'annote pas de la même manière que les autres, du moment que c'est documenté, c'est bien, ça assure une interopérabilité. L'une des clés, donc c'est vraiment aussi le partage de ces données-là. Et ensuite, il n'y a pas de raison de se censurer, au sens où on ne va pas dire oui, mais moi, mon dialecte sur mon écriture, non, ça n'a pas marché, parce que c'est telle spécificité. Les spécificités en question sont réelles. En revanche, les compétences des modèles ont une capacité de généralisation maintenant qui est assez importante. Et il faut d'abord expérimenter pour voir s'ils ne peuvent pas arriver également à toucher un peu à ces nouvelles langues et ces nouvelles graphies, avec quelques exemples judicieusement choisis qu'on pourrait leur fournir. Et ça pose une question de la formation, également des spécialistes en SHS, sur ces méthodes numériques, computationnelles, d'IA plus généralement. Alors, il faut éviter que le chercheur en SHS se transforme uniquement en annotateur. Genre là, il a la compétence pour annoter, donc il va annoter. C'est pas que ça, il y a d'autres questions qui se posent, mais il faut aussi que du coup le chercheur en SHS sorte un peu du cadre, j'appuie juste sur un bouton et j'ai mon modèle. Donc ça, c'est pas forcément tenable. Il y a une vraie réflexion de stratégie d'annotation, de stratégie d'évaluation des modèles pour que ce soit plus efficace, plus immédiat et également ouvre de nouveaux horizons
pour l'inclusion et l'ouverture à de nouvelles graphies et langues. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci. Bravo. Je ne voulais pas faire aussi, je suis désolé. Non, 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 tu m'avais dit une demi-heure, mais je savais que tu serais plus long. Mercedes, est-ce que d'emblée, vous avez une question? Oui, oui, j'ai plein de questions. Bon, alors je vais commencer par une question qui est dans le chat d'Alix Taouza Géminet. Pour toi, Chan. Est-ce que les caractères rares générés par l'IA générative sont signalés? Encodage particulier, code couleur, etc. sont signalés comme tels afin de permettre de vérifier spécifiquement leurs résultats. Est-ce que tu veux que je repose la question? Alors, ils ne sont pas signalés de cette manière-là, c'est-à-dire que, enfin, merci pour la question, ils ne sont pas signalés de cette manière-là. Le processus de génération, il est en interne du modèle et il n'y a aucun moment où on sort réellement cette génération-là pour regarder à quoi ça ressemblait. Donc, il s'aide de cette génération-là, lui, pour construire sa représentation de la phrase, etc. Mais pas plus. Alors, nous, on sait quelles sont les classes rares. Ça, on a la liste des classes rares. Et ensuite, une fois qu'on a cette liste-là, on a la possibilité de savoir quelles sont les erreurs les plus fréquentes de notre modèle. Pour chacun des caractères, savoir quelle est la confusion la plus fréquente avec un autre caractère. Donc, on va obtenir ce qu'on appelle une matrice de confusion. Pour chaque caractère, on sait à quel point, quelle fréquence il est confondu avec un autre caractère. Et donc ça va nous permettre de savoir au moins que tel caractère généré aura été plus souvent confondu avec celui-ci. Et donc d'avoir possiblement une piste sur une interprétation sur, bah oui, bah c'est normal parce qu'en fait, il a mal compris le style qui était à mapper sur cette forme-là, et donc ça ne pouvait pas marcher, etc. Alors, je ne l'ai pas dit, mais là, il faut renvoyer dans le papier qui était avec Marie Bizet. Le modèle est effectivement moins bon sur les caractères générés, mais il n'est pas, du coup, mauvais. Mais évidemment, 50% des erreurs du modèle sont sur des caractères générés. Mais c'est toujours mieux que quand il était à 0% de performance sur les caractères qui étaient rares. Voilà, donc c'est un entre-deux qu'on a choisi. Bien. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Oui, non, mais c'est pure curiosité. Sur Mistral, ça va parce que je regardais la définition et ils disent qu'il a été entraîné sur du tamoulin, donc je me demandais comment est-ce qu'on passe du tamoul à l'arabe parce qu'ils disent cross-pollination. Bon, voilà. Bon, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça marche, quoi. Oui, alors là, je ne vais pas savoir entrer dans le détail du corpus d'apprentissage, parce que malheureusement, il n'y a pas cette information précise. Alors, c'est pas impossible que ce soit dans une logique comme dans OpenIT, c'est les graphies arabes au sens très large, et documents dans lesquels il y aurait de l'arabe, et donc il y a des corpus tamoul dans lesquels il y avait aussi de la transcription en persan et en arabe, en graphie en tout cas arabe, et donc, du coup ça a été intégré par défaut, et c'est le hasard en fait du jeu d'entraînement. Je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé, plus qu'une spécialisation dessus. C'est-à-dire qu'ils ont pris des corpus dans lesquels il y avait de l'arabe, mais il y avait aussi d'autres choses dedans. Mais et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas pris parce qu'on pourrait imaginer peut-être qu'ils auraient pu prendre des corpus transcrits, enfin transcrits, translittérés en graphie latine. Moi c'était ça un peu ma question. Est-ce que c'est parce qu'ils se Enfin voilà, quelle était la logique de Mistral Saba? Pourquoi ça s'est construit Vraiment, le Mistral Saba, il a vraiment cette capacité à bien gérer de la graphie arabe, avec son notion de translittération. Il n'a pas besoin de translittérer. Du tout, du tout. Donc, je pense qu'ils se sont vraiment concentrés sur des textes en graphie arabe, je pense, pour répondre à ce besoin de graphie arabe. Après, c'est un modèle de langue qui, a priori, doit être entraîné simplement avec des textes bruts, avec des coquilles, avec certains de la vocalisation d'autre part, avec d'autres graphies qui traînent parce que les corpus étaient comme ça, et ensuite des stratégies d'entraînement qui font que c'est performant. Nous, on l'a évalué sur des questions de vocalisation. Oui, bien. C'est bien. Ouais. Ok. Nos spécialistes n'ont pas été pris, n'ont pas réussi à le prendre en défaut. C'est-à-dire que vous avez pris des mots arabes non vocalisés et vous avez essayé de mettre les vocalisations.
Et ça marche. Oui, c'est vrai que c'est utile. Ça, voilà, pour les Ça très éditeurs. bien. Après, il faut voilà, un contrôle manuel systématique à la fin, parce qu'il peut Non, non, mais bien halluciner, sûr. etc. Mais en revanche, quand vous dites qu'il faut que les choses soient documentées, du coup, là, Mistral Saba, il n'est pas complètement documenté. Non, non. Enfin, on ne sait pas comment il fonctionne, quoi. Tout à fait. Ça va être l'un des enjeux futurs hein, avec les grosses IA génératives de ce type-là. C'est comment est-ce qu'ils entraînent, quels sont les formats d'annotation, etc. Mais comme c'est quand même le nerf de la guerre et que pour l'instant, c'est le modèle qui est le produit, c'est évident que De les ouvrir. de les ouvrir. Bon, ils ont quand même une politique très, enfin, c'est parmi les meilleurs dans l'open, Mistral. le Mistral, dans le partage des poids, etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement précieux. On n'est pas dépendant de leur écosystème directement pour les faire tourner. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques boîtes fermées. Euh, ces IA génératives-là, Mistral a sorti un OCR également. Les IA génératives, maintenant, font de l'OCR et de l'HTR. Alors, ils ont certainement utilisé les données qu'on a produites ces dernières années pour s'entraîner, mais il y a d'autres choses aussi qui se jouent. Donc, c'est très impressionnant ce qu'ils arrivent à produire. Euh, Ça ringardise même de nombreuses technologies parce que c'est bien plus performant sur des graphiques contemporaines, etc. C'est assez bluffant. Mais il y a aussi une dimension générative et parfois, il attrape 3-4 caractères Et puis il crée un truc et puis il crée un truc qui n'a rien à voir. qui a rien à voir. Ça, c'est très amusant. Il faut bien faire attention. Et c'est l'une des limites du coup des gros LLM génératifs, c'est qu'il y a un côté pas déterministe pour un sou dans la génération. Et donc ça marche une fois. Et on le met en prod, voilà, hop, et puis en fait, boum, tout d'un coup, il hallucine complet et on ne peut pas le maîtriser encore. Ça, c'est intéressant. Donc les OCR qui utilisent des LLM en bac, il y a ce genre de risque qui pointe. Et du coup, une autre question, parce que, enfin, je me demandais dans quelle mesure, pour l'arabe en particulier, si finalement l'arabe manuscrit, c'était pas plus facile que l'arabe imprimé. Je m'explique, hein. Souvent les imprimés arabes, les lettres bavent énormément, le papier est pas bon, et donc on a des espèces de pâtés. Voilà, ma question c'était comment on gère ces pâtés? Est-ce que l'HTR, la question c'est ça, est-ce que l'HTR finalement c'est pas plus facile pour l'arabe que l'OCR? Ouais, l'HTR des manuscrits anciens, oui. Dès qu'on tape Oui. dans des archives, Oui, non. là, c'est. Oui. Alors, Dès que c'est du cursif contemporain, oui, c'est ça. bien sûr. Mais bon, d'expérience, ça marche assez bien quand même. Ouais. Alors, dans Tarima, exemple typique de projet dans lequel il y avait des lithographies un peu anciennes, lithographies donc anciennes, baveuses, pas très détaillées, endommagées, eh bien, euh, par défaut, ça marchait effectivement pas incroyablement bien. Et c'était en combinant les données faites pour lithographie avec du manuscrit que là, ça a commencé à bien marcher. C'est-à-dire, par exemple. C'est-à-dire, on partait d'un modèle de fondation qui était entraîné sur du manuscrit. Oui. Et on le spécialisait avec de la lithographie. Oui. Très bon. On faisait un modèle de lithographie. C'est-à-dire que vous faisiez la bavure, hein. Enfin, vous le spécialisez sur les bavures, hein. Oui, c'est ça, on prenait juste. Bavure. Non, mais en vrai, après, les stratégies de dégradation de documents pendant l'entraînement, c'est Là, c'est même plus de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire on avait transcrit, il faut voir sur le dataset Tarima qui est en ligne, mais je pense 5 pages par lithographie ciblée dans le corpus. Et on avait pris le modèle entraîné sur Rassam, donc manuscrit historique. On lui donnait les 5 pages lithographiées, ça nous donnait un modèle spécialisé sur la lithographie en question, et c'était très bon. Plutôt que d'avoir un modèle de lithographie propre lithographie, ou qui aurait eu en complément de l'OCR, enfin des documents imprimés plus génériques, eh bien voilà. En tout cas, la lithographie rentrait dans la catégorie HTR, l'HTR l'aidait beaucoup, et à la fin, ça marchait très bien. Enfin, les lithographies, c'était ce qui était dans le mieux reconnu de mémoire. Moi, je suis toujours partisan quand même de tester jusqu'au bout une méthode computationnelle
avant de trop interpréter, du coup, d'interpréter en a priori, en disant, eh oui, bah, ça c'est tel type de difficulté, c'est vrai que pour un humain, c'est galère de lire ce type de document-là parce que, mais en fait parfois, ce qu'on disait dans Du Laurier l'an dernier au Data Lab, euh, certes, Du Laurier, il écrit très cursif. Pour un humain, c'est très compliqué. Mais en fait, il écrit toujours de la même manière, cursif, etc. Et donc, en fait, c'est tellement régulier dans sa difficulté bah, que pour la machine, c'est du pain béni. Parce que c'est des exemples toujours les mêmes. Donc, l'automatisation est facile. C'était compliqué de transcrire à la main. Mais une fois qu'on avait surmonté cette tâche-là, pour la machine, c'était régulier, donc ça allait. Oui, oui, et de fait, on le voit même avec les langues à graphie latine. Enfin, je veux dire, dans Gallica, on voit bien que la machine, elle bug sur les mêmes, enfin, sur les mêmes types. Enfin, qu'à chaque fois, enfin, voilà, c'est pour telle et telle raison elle lit telle chose au lieu de telle autre, et c'est toujours les mêmes raisons. Mhm. Alors, en tout cas, pour ces langues-là, on l'Arménien un peu moins maintenant, parce que c'est vrai qu'on l'arabe, c'est vrai que ça commence à. Mais les modèles de fondation sont de plus en plus bons, et donc ils commencent à être assez touche à tout, et que le fine-tuning est vraiment nécessaire dans de rares cas, ou des cas très spécialisés. Il n'y a pas besoin de trop de données en général maintenant pour spécialiser. Mais pour des langues un peu moins mainstream que ce qu'on a fait dans Distal ces dernières années, euh, bah, cette approche-là où on aurait d'abord une petite couverture maximaliste pour faire un modèle de fondation, ou en partant des quelques données parce qu'il cela, et ensuite spécialisation bien précise sur une tâche donnée, un corpus homogène, une main particulière. Par le même, ça donnerait donc ce que. Ah, évidemment, si on n'a que 20 pages à transcrire derrière, ça ne vaut pas le coup. Euh, Si on en a 2000, 20 000, Et 200 alors, 000, on fait un page, qu'est-ce qu'on fait en transcrit à la main? oui, plutôt. Enfin, si le modèle n'est pas bon du tout et que oui, vous allez vous retrouver à transcrire 5-10 pages, ah, c'est pas mal, mais pas encore incroyable. Je transcris encore 5 pages, bon, à la fin, il m'en reste que 5, du coup, autant les faire à la main. Ça vaut pas le coup d'automatiser le truc. Nous, on a ce cas-là dans Calfa. Il y a des gens qui nous écrivent avec des correspondances de leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc. C'est des mains tellement spécifiques, mais ils ont 2 lettres. Alors on leur dit, bah oui, mais en fait, moi, on veut bien vous la transcrire à la main, pas de problème, et on vous le fait, mais on n'a pas le jeu numérique, il faut vous attendre à rien. Je sais pas. Sauf pour les supports abîmés et pour lesquels il faut repasser par une reconstitution numérique. Voilà, enfin, on n'est pas encore tout à fait quand même à ce point-là. On sait générer quelque chose qui peut aider, mais on ne sait pas, à partir d'une donnée abîmée, alors, on peut proposer un texte probable, mais on ne peut pas reconstituer l'image telle qu'elle aurait été à l'époque. Mais reconstituer un texte probable, bah, oui, l'exemple de Ithaca, Ouais. tout à fait. Mais écoutez, votre échange a inspiré Paola Zancaranaro, pardon, madame. Suite à la sortie du modèle DeepSeek, est-il devenu plus facile de travailler sur des langues basées sur logogrammes? C'est une curiosité de notre auditrice. Alors, je n'ai moi-même pas pratiqué DeepSeek sur des corpus en chinois, n'ayant pas la compétence pour le faire. J'attends le prochain projet de Marie Bizet pour cela. Mais d'un point de vue théorique, oui, ils ont un apport en données dans un environnement d'Internet qui n'est pas accessible à nous, sur des langues avec logogramme. Nous, on s'échine à faire de l'HTR et de l'OCR sur du chinois, et bien évidemment que le problème est pas mal bien avancé de leur côté là-bas, mais c'est juste qu'il n'y a pas les données ni les modèles ou les mêmes mentions d'une technologie qui existe, mais bon, évidemment que ça marche bien de leur côté, et donc ils ont pas mal de corpus d'entraînement. Donc il faudrait tester avec une stratégie de prompt un peu comme celle qu'on a montrée ici. Voilà, c'est une tâche d'annotation linguistique, mais avec une tâche, une démarche de transcription ou une démarche d'analyse de computationnel, stylistique ou autre sur le logogramme. Un truc comme ça. DeepSeek, API ou directement en version chat ou en local sur votre ordinateur pourrait marcher. Ça serait intéressant de tester. Je pense que c'est largement meilleur, évidemment, que les modèles OpenAI, Anthropic, Mistral. Parce qu'eux ont accès à d'énormes réservoirs de données qui sont fermés, c'est ça? Ah oui, c'est ça, bien sûr. C'est logique.
Oui, mais du coup, si leurs données sont fermées, est-ce qu'en passant par DeepSeek, nous, on a quand même accès du coup à des données fermées? Alors, c'est pas des modèles type restitution de connaissances, type RAG, etc., ou les nouvelles versions, déclinaison de RAG et autres, qui auraient un support de connaissances sur lequel ils font de la génération et auquel, du coup, on pourrait interroger. Non, là, c'est une génération, tout a été mélangé et on ne peut pas retrouver Voilà, l'information. donc DeepSeek n'est pas une entrée sur ces données-là. Ah non. Ah bon, après, le projet Chinopo, il y avait 60 000 pages au total qui étaient transcrites par les modèles CR-HTR qu'on a fait. 60 000 pages, je ne sais pas quelle taille de corpus ça fait derrière en termes de texte. Un gros apport. Vous mettez ça avec d'autres projets qui existent en chinois dans le monde occidental, de nouveaux projets d'OCR, Taïwan évidemment, OCR, HTR, autres, à la BNF, etc. Ça produit quand même pas mal de données qui, à terme, devraient quand même très largement. L'HTR, c'est pas une fin en soi, hein. Évidemment, on peut transcrire pour transcrire, mais c'est une porte d'entrée à tout un univers de computationnel derrière. Et le computationnel, soit très concret, topic modeling, sentiment analysis, stylistique, analyse linguistique, etc., soit du computationnel type LLM pour de la génération, Ça ouvre de belles perspectives. Il n'y a plus de questions dans le chat. Mercedes, Non, ça va, vous avez dit votre dernier mot. J'ai dit mon dernier mot. Donc on va pouvoir libérer Chane. Eh bien, merci beaucoup Chane pour cette présentation. Je remercie nos intervenants pour leur participation et donc Mercedes en guest star. Et la prochaine séance du séminaire aura lieu le 12 mai 2025. La séance portera sur le projet Venice's Mythology, Reframing the Lagoon City as an Archipelago, a model for spatial and temporal urban analysis, 16th-21st centuries. Nous recevrons Ludovica Galeazzo de l'Università degli Studi di Padova, Remo Grillo, Lucas Knick et Gianmarco Spinacci de ITATI di Harvard University Center for Italian Renaissance Studies. Merci à vous, au revoir. Merci.